D'abord, il y a la relation entre le médecin et le patient qu'on a essayé de structurer en entretien, en examen, avec examen complémentaire, avec la consultation des historiques. Et cela concerne la collecte d'informations. Donc le médecin, dans son rapport avec le patient, est dans une phase de collecte d'informations à travers ces différents outils. Et sur la base de cette collecte d'informations, il fait son diagnostic qui correspond donc à une étape d'analyse. Et sur la base de son diagnostic, il fait des prescriptions qui correspondent à une décision. Et par la suite, il contrôle sa décision pour vérifier si elle est conforme. Alors, c'est volontairement qu'on met du côté de l'analogie les correspondances, collecte d'informations, analyse, décision, vérification. Mais dans l'ère moderne, aujourd'hui, il y a autre chose, c'est-à-dire il y a la relation maintenant du patient et de son médecin. Le patient est devenu quelqu'un d'exigeant, surtout lorsqu'on est dans des villes ou dans des grandes villes où la personne peut remettre en question le savoir du médecin, qui est un savoir qui dans le temps était un savoir qui ne se contestait pas. Mais de plus en plus on avance, de plus en plus le patient a accès à de l'information, de plus en plus il interpellera son médecin plus qu'il l'écoutera. Alors, il ira souvent faire son autodiagnostic lui-même et même son autotraitement parce qu'il aura une personne qui a déjà eu les mêmes symptômes et qui se serait soignée avec tel produit, sans compter la médecine traditionnelle parallèle et tout ce qui relève de la mystique qui également est très ancrée dans notre culture. Et ce n'est que si ça persiste et que donc il n'a pas de solution qu'il revient vers le médecin. Et souvent il ne lui dira pas toutes les péripéties qu'il a traversé préalablement, donc il viendra comme un malade nouveau, même s'il était peut-être un malade ancien. Alors, face à ces deux situations, le médecin qui n'est plus la personne qui parle et qui est écoutée par le patient, mais qui est une personne qui échange avec un patient, parce que le patient a un besoin de comprendre. Et il a d'autres informations, vraies ou fausses, puisque maintenant, avec les nouvelles technologies, la part du vrai et du faux est très difficile à déceler. Nous avons des technologies qui évoluent au même moment. Le big data, c'est qu'un des panélistes est très versé sur les technologies et qu'il y reviendra, c'est la capacité à consommer des informations avec une telle volumétrie qu'on peut faire des modèles pour pouvoir prévoir des comportements et prévoir pas mal de choses. Donc ça, c'est une donne qui est de plus en plus à considérer et qui aura son impact dans la médecine. Il y a la technologie blockchain, pour ceux qui en ont déjà entendu parler, qui est une sorte de chaîne de confiance. Ça veut dire la certitude. C'est-à-dire une information aujourd'hui, quand vous l'avez, vous devez vous assurer qu'elle provient bien de son auteur et que les personnes habilitées peuvent accéder à cette information-là. Blockchain, c'est la technologie qui est derrière les bitcoins et c'est une technologie qui, aujourd'hui, on en parle beaucoup. Ça ne veut pas dire que demain, ça va être la technologie qui va tout renverser parce que vous savez qu'en matière de technologie, il arrive qu'on parle de choses qui finalement ne se réalisent pas telles que prévues. D'ailleurs, le plus souvent, ça se passe comme ça. Il y a l'intelligence artificielle à laquelle il faut prêter de plus en plus d'attention parce que l'intelligence artificielle, sa limite, c'est la puissance de calcul des machines. Et aujourd'hui que nous allons entrer dans l'ère des machines quantiques, la capacité de calcul des machines sera telle que nous arriverons à un niveau d'intelligence artificielle qui correspond au film de science-fiction que nous regardions quelques années en arrière. La géolocalisation, c'est un aspect, on en parle par rapport à la médecine, mais si on sait où se trouvent les personnes, surtout pour la santé publique, lorsque vous savez où se trouvent les personnes, où il y a du trafic et où se trouve le milieu hospitalier qui a de la capacité pour recevoir, ça facilite beaucoup la gestion de la santé publique. La reconnaissance, quand on dit reconnaissance, c'est les interfaces. Ça veut dire aujourd'hui, on peut vous reconnaître à travers l'iris de vos yeux, à travers l'empreinte de vos doigts, à travers votre voix. Ça ira de plus en plus avec ce genre d'interface, de sorte à ce que la personne, en la voyant, en prenant un de ces facteurs, si elle a un fichier qui contient ses données d'allergie, ses données sur le plan sanguin, ses antécédents, etc., à travers ces données biométriques, sans interpeller la personne, on peut savoir exactement quelle est sa situation, surtout si c'est une personne qui est dans une situation d'urgence où elle ne peut pas elle-même exprimer
ces éléments. Les biotechnologies, vous savez qu'aujourd'hui dans la Silicon Valley, ils affirment que la première personne qui aura 200 ans est née, parce que le niveau de recherche dans lequel ils sont, et Google est en pointe dans cette recherche, pour prolonger la vie, ils sont persuadés que celui qui vivra 200 ans, il est déjà né en 2000, quand je lisais l'article d'ailleurs, c'était en 2016. Donc en 2016, il y a quelqu'un qui est né et qui théoriquement devrait vivre 200 ans. Les drones, c'est intéressant d'en parler ici parce que dans un pays comme le Rwanda, vous savez que les analyses biologiques, ils arrivent à le faire avec des drones dans les points reculés. Ils font la collecte de sang et c'est le drone qui le transporte dans les coins où on peut avoir la capacité de faire les analyses qu'il faut. Et tout cela, c'est par rapport à une sorte de vie augmentée à laquelle l'humanité est en train de vouloir accéder. La vie augmentée, c'est voilà, c'est la vie éternelle. Que les personnes ne meurent plus et que donc tout ce qui les tue, on arrive à le maîtriser pour que justement la vie soit éternelle. Alors aujourd'hui, il y a des barrières qu'on appelle barrières provisoires, c'est l'éthique, c'est la déontologie, c'est le fait que la médecine est une profession réglementée, c'est le fait que la protection des données à caractère personnel a fait l'objet de plusieurs lois dans plusieurs pays, le fait que le secret professionnel est un fait. Mais pourquoi on dit que ces barrières sont provisoires? Parce que ces réalités dont on parle, où est-ce qu'on les enseigne? Aujourd'hui, est-ce que nos enfants ont l'occasion d'être confrontés à l'éthique, la déontologie, le secret professionnel? C'est une vraie question de société aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir des valeurs sur lesquelles nous reposons et nous avons reposé grâce à des outils et que ces outils n'existent plus et nous pensons que nos enfants partageront nos mêmes valeurs. Donc, c'est des barrières qu'on dit provisoires et qui certainement vont bientôt disparaître. Vous voyez déjà que pour parler d'euthanasie et rester dans la logique de la médecine, un pays comme la Belgique, sous certaines conditions, l'admet. Et ça veut dire que même si au Sénégal on interdisait, une personne qui voudrait se faire euthanasier pourrait se faire exporter en Belgique et pouvoir bénéficier de cette facilité si jamais on peut utiliser le mot sensibilisme. Quels sont les défis de la santé publique? C'est toujours le profane qui parle, mais c'est l'augmentation des capacités pour pouvoir offrir la santé à tous les citoyens. C'est de pouvoir aussi optimiser ces capacités, donc en fonction des lieux d'habitation, là où les problèmes se posent, comment faire pour optimiser tout cela. C'est de pouvoir également les mutualiser à travers les nouvelles technologies. Aujourd'hui, on peut capturer de l'information quelque part et l'analyser dans un endroit différent, parce que l'analyse, la compétence pour analyser n'est pas disponible partout. C'est également la maîtrise des coûts, c'est un élément important. La santé, l'un des grands défis de la santé publique, c'est les coûts. C'est pour un coût moindre avoir une qualité de service supérieure. Et également avoir des capacités d'analyse et de projection. Ça, c'est les données. C'est-à-dire plus ce qui se passe n'est pas collecté en termes d'information, ça veut dire que c'est écrit dans des papiers et dans des registres ou dans des systèmes informatiques propres aux médecins et que ce n'est pas partagé, moins la santé publique pourra bénéficier de ces données sanitaires d'une grande importance et pouvoir faire de la projection et des analyses par rapport à ça. Alors, qu'avons-nous au Sénégal lorsqu'on parle de e-santé? Du côté formation, on a d'autres universités aujourd'hui qui forment en médecine. Il y avait pendant très longtemps une seule faculté qui était celle de l'Université de Dakar, mais aujourd'hui nous en avons dans les différents pôles universitaires du pays. Nous avons des infrastructures. Le plateau médical du Sénégal n'est pas peut-être le meilleur du sous-continent, mais il n'est pas le moins bon non plus. Nous avons, je pense, des instruments, des équipements et des installations sanitaires répartis sur le pays de façon tout à fait rationnelle. Nous avons des politiques sur le plan santé publique avec la couverture universelle notamment, qui correspondent également à cette volonté de l'État, à moindre coût, de pouvoir donner aux citoyens tout cela. Sur le plan des technologies, nous avons les compétences également. Nous avons aujourd'hui les data centers qui sont les centres de données capables de collecter les données en temps réel pour pouvoir les centraliser. Et nous avons une réglementation que beaucoup de gens ne savent pas, c'est la loi sur la protection des données à caractère personnel. Parce que l'enjeu de la santé, souvent, c'est la confidentialité. Et aujourd'hui, il y a une loi qui, sur le numérique, depuis 2008 d'ailleurs, cette loi existe, réglemente la protection des données à caractère personnel. Qui peut collecter, dans quelles conditions et à qui peut-on le donner? Ça veut dire qu'il faudrait peut-être qu'un juge vous exige des données pour que vous les lui donnez, sinon
c'est des données à caractère personnel qui appartiennent à la personne. Ça veut dire que donc nous sommes capables au Sénégal de construire quelque chose par rapport à la e-santé. Alors, rapidement, ce que nous pouvons rapidement avoir, c'est déjà une plateforme sécurisée où ces données peuvent être échangées. C'est-à-dire si chaque médecin garde dans son ordinateur ou dans ses registres les données des patients, déjà le patient, lui, il a un problème. Parce que si pour une maladie, il va avoir un médecin A et que pour une autre maladie, il va avoir un médecin B, ben, ses antécédents n'étant pas partagés, cela peut-être peut compliquer. Surtout si c'est une personne qui ne sait pas expliquer ce qui lui est arrivé parce que son niveau d'éducation sur ces questions ne le lui permet pas. Ensuite, mettre en place le dossier patient digitalisé. Ça, c'est une avance que des pays comme les nôtres peuvent avoir parce qu'ayant pris du retard sur ces genres d'informatique, là où des pays qu'on dit avancés comme la France ou les États-Unis ont une logique d'un établissement de santé avec son système de gestion du patient, nous pouvons aller directement avec un patient avec son système d'information. Et c'est le patient qui est propriétaire de son dossier médical parce que c'est lui qui navigue finalement de centre en centre, d'unité en unité et il doit pouvoir, à chaque fois qu'on enrichisse son dossier patient, plutôt que d'aller vers des systèmes qui seraient décentralisés et ensuite essayer de les centraliser. C'est un enjeu important. Une capacité de traçabilité, d'analyse et de projection, bien sûr, pour l'autorité en charge de la santé publique. C'est important de pouvoir avoir toutes les données et de pouvoir ainsi tracer, analyser et faire des projections. J'ai pris l'exemple, ce n'est pas lisible, hein, mais c'est pour vous dire juste qu'un pays comme l'Australie, ils ont fait une carte de cette nature où ils mettent en haut les différents problèmes de santé qu'ils ont et ils mettent en bas les différentes solutions qu'ils envisagent à travers le numérique pour résoudre ces problèmes de santé. Et donc, c'est de dire que chaque pays aura une approche différente par rapport à sa manière de gérer la santé avec le digital. Alors, je termine sur une dernière slide. C'est qu'il faut aujourd'hui choisir s'il faut débattre des problèmes, c'est-à-dire de ce qui nous empêche d'avancer, ou de construire des solutions. Je pense que la nature humaine, qu'on soit en France, au Japon ou au Sénégal, c'est qu'on a plus tendance à se focaliser sur les problèmes. Mais la différence qu'il y a entre ces pays et les nôtres, c'est que chez eux, d'habitude, c'est les porteurs de solutions qui gagnent. Et chez nous, souvent, c'est les porteurs de problèmes qui remportent. Je termine sur cette note. Merci beaucoup de votre attention.